Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc. Bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité, où je transmets ma connaissance objective du Yiking. Ma lecture du livre des mutations réside dans ma découverte et mon exploration que les 64 énergies de l'univers vivant, décrites dans le Yiking, correspondent aussi aux 64 énergies de l'incarnation pour toute l'humanité. Et ça change tout, et c'est pour ça que je vous le transmets. Aujourd'hui, je vais vous parler de comparaison, d'identification et de projection, pour que la prochaine fois, nous puissions aborder le thème encore plus passionnant des ressemblances. J'affirme donc, je montre et je démontre, que pour les 7 milliards, 8 milliards d'humains que nous sommes en ce moment, plus les milliards d'avant nous, on verra pour ceux d'après nous, je ne peux pas tout dire en même temps, qu'il n'y a seulement que 64 énergies pour s'incarner. Les conséquences, c'est qu'on doit être grosso modo à la louche 100 millions pour chaque hexagramme. Sauf le 1 et le 2, c'est peut-être différent. Mais 100 millions pour l'hexagramme 3, 100 millions pour l'hexagramme 4, etc. Donc, il y a des ressemblances quelque part, qui ne sont pas hasardeuses du tout. C'est ça l'enjeu. Mettre en lumière du sens là où on croit qu'il y a du hasard. Alors c'est parti. Pour petit 1, la comparaison. On va parler de comparaison. Il y a un proverbe qui dit comparaison est raison, puis tu en as un autre qui dit comparaison n'est pas raison. Alors, comment on fait avec ça? Pour arbitrer ce dilemme, j'appelle Plutarque de Chironée. 46 à peu près après Jésus-Christ et 120 à peu près Jésus-Christ. Ok, c'est le 1er siècle. C'est un grand historien grec qui est devenu citoyen romain, qui est responsable de l'art sacré divinatoire des Grecs à la Pythie et au temple de Delphes. Rien que ça. Donc il a accès à tous les mystères, tous les secrets, etc. Et il est devenu par ailleurs citoyen romain. Donc il est à cheval entre deux civilisations. Et son œuvre littéraire, d'historien, c'est un historien, traite de la morale, pour ce qui nous reste, et encore plus connu, les vies parallèles des personnes illustres. Okay, donc sa démarche à lui, Plutarque, c'est de prendre une vie d'un célèbre grec de son temps passé pour mettre en valeur une vie contemporaine des Romains pour donner un second souffle à la civilisation romaine. C'est ça sa démarche. Et parmi ces vies parallèles, la plus connue d'entre toutes qui nous est restée, c'est celle où il compare dans un seul texte la vie d'Alexandre le Grand, donc le grec, immense grec, et Jules César, qui est à cette occasion le grand César, le grand Jules César. Or, moi aussi, j'ai capté les énergies de Alexandre le Grand et de César, et ce n'est pas la même énergie. Alexandre le Grand s'est incarné dans l'énergie 1 du Créateur, ciel, ciel, et Jules César s'est incarné dans l'énergie 34 grande force, comme Napoléon. Mais Napoléon, c'est après Plutarque. Ok? Donc, pour arbitrer ce dicton de comparaison et raison ou comparaison et pas raison, je donne mon axiome à moi. Comparaison et raison lorsque les deux personnes, homme ou femme, on s'en fout, vivent ou ont vécu dans la même énergie. C'est ça qui m'intéresse. Ok? Donc j'ai des clés que Plutarque n'avait pas. Tant mieux pour moi, tant mieux pour nous. Alors, ça c'est dit. L'arrêt comparative, ma méthode, comparaison, savoir, comparer deux personnes. Sinon, comparaison n'est pas raison. Ok? Donc moi je parle de la même énergie pour deux personnes. On passe, je vous donne des exemples où il y a identification et parfois projection
entre deux personnes célèbres, connues, qui ont vécu dans la même énergie. Je vous donne plein d'anecdotes pour que vous compreniez que ça vient pas de moi, que c'est pas inventé, que c'est comme ça que ça marche. Ok? Par exemple, un journaliste pose la question au peintre Salvador Dali. Est-ce que vous avez eu un maître en peinture? Il pense à la peinture espagnole implicitement. Répond Dali spontanément et fièrement, Velázquez. Évidence pour lui, évidence totale. Ok? Or, Velázquez et Dali, ils ont vécu tous les deux dans l'énergie 7 armée. Ok. Nouvel exemple, à peu près le même, mais on va développer autrement. Un journaliste pose la même question à Picasso. Est-ce que vous avez eu un maître? Picasso répond, je ne reconnais qu'un seul maître, c'est Cézanne, maître Cézanne. Et le mot maître correspond bien à son énergie. Picasso et Cézanne ont vécu dans l'énergie 20 regardez. Et Picasso doit reconnaître qu'il n'a connu qu'un seul maître en Cézanne. Or, Cézanne et Picasso, on sait que le jeune Cézanne a commencé par l'impressionnisme, qu'il a appris à peindre sur le motif, avec Pissarro, à Auvers-sur-Oise. On connaît le tournant, le virage dans le village, etc. C'est les premières toiles où Cézanne, le jeune Cézanne, s'exerce à peindre dehors en plein air. Okay, c'est ça ce qui se passe avec les impressionnistes. Le vieux Cézanne, lui, a tellement exploré la peinture qu'à la fin de sa vie, on voit qu'il ouvre l'impressionnisme vers l'abstraction. Il a tellement zioté qu'il ne voit plus que des formes, des respirations, des cylindres, etc. Et il ouvre la peinture à l'abstraction. À sa mort, en 1906, la mort de Cézanne, Picasso n'a plus de maître. Il peut explorer par lui-même et peindre en 1907 sa première toile cubiste avec les Demoiselles d'Avignon. Mais qu'est-ce que c'est que le cubisme de Picasso? C'est l'énergie 20 regardée, où il multiplie les points de vue, les regards différents de l'énergie regardée, sur une surface plane, comme si elle était en 4D, voire en 5D. En fait, il perfore la toile de ses regards en les inscrivant côte à côte. Il voit les perspectives, et il inscrit les perspectives en même temps. Plus la couleur de Picasso, qui est un coloriste extraordinaire. Bon. Donc c'est ça qui se passe avec le cubisme. Donc la comparaison est raison. Il y a bien une identification de Picasso avec Cézanne et une projection aussi. Et après, il trouve son propre chemin. Voilà. De la même façon, avec Cézanne, Cézanne a peint toute une série, durant plusieurs décennies, série de montagnes Sainte-Victoire. C'est le peintre de la Provence. Okay, il est connu pour ça, reconnu pour ça. Si vous comparez les Sainte-Victoire de Cézanne avec les monts Fuji d'Okusai, le peintre japonais, et avec les montagnes sacrées du peintre Shitao, ils ont tous les trois vécu dans cette énergie 20 du regard. Et là, c'est pertinent de faire une expo où vous affichez les trois peintres et les trois œuvres. Je parle surtout pour le mont Fuji et pour les montagnes, les représentations de montagnes sacrées. La Sainte-Victoire, elle est sacrée pour Cézanne et pour les Provençaux. Okay, le mont Fuji, c'est sacré pour les Japonais, c'est même pas besoin de le dire, hein, c'est évident. Encore aujourd'hui. D'ailleurs, il doit y avoir un passage intraterre quelque part par là. Ça, je suis pas bon pour aller plus loin que ça. Voilà. Il faut faire des expos où il y a la même énergie qui parle. François Cheng, en parlant de Cézanne, est allé jusqu'à dire que c'est lui qui faisait la liaison entre l'art moderne et les anciens peintres asiatiques. Donc c'est tout à fait dans le même sens. Okay, et il pensait à Shitao et il connaissait certainement Okusai sans le nommer. Alors là j'ai un problème comme ça, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que ça vient s'incruster? Je ne sais pas. On continue. Pour l'énergie 51, il y a Vincent van Gogh, 1853-1890. Donc le peintre Vincent van Gogh et Antonin Artaud, qui est un comédien et un écrivain, qui a écrit un livre, Vincent van Gogh, le suscité de la société, en 1947, quelques mois
avant de disparaître. Ici, on est dans le cas où ce sont vraiment deux frères de destin. Il n'y a pas d'ambiguïté possible. Tous ceux qui ont regardé le sujet et qui s'intéressent à ces deux hommes comprennent que c'est ça les dimensions dans lesquelles il faut les approcher, les entendre, les comprendre. Est-ce que je développe ça? C'est une telle évidence que ça ne sert à rien de développer. Cette énergie 51 ébranlée est composée donc de 2 fois le tonnerre. Et on sent bien avec cette présence répétée du tonnerre dans l'œuvre de la peintre mexicaine Frida Kahlo, ou la dimension dramatique dans la vie d'Edith Piaf. Il y a des coups de tonnerre qui tombent de façon répétée, qui sont ça foudroie complètement la personne, et ils font un temps incommensurable, on est à genoux pendant un certain temps, et on revient à la vie, mais que après intégration. Ok? C'est très violent. Je parlerai dans cette veine-là des 2 autoportraits de Vincent van Gogh à l'oreille bandée. Je ferai une vidéo rien que pour ça, c'est sûr. Notamment quand elle prend, quand Piaf apprend la mort de Marcel Cerdan, qui venait la voir, elle, en avion. Bon, voilà, c'est terrible de chez terrible. Bon, autre exemple, je change de page carrément. À la fin de sa vie, Freud écrit son livre « L'homme Moïse ». Or, Freud et Moïse ont vécu, alors pour Freud c'est une affirmation, pour Moïse c'est une hypothèse très forte, dans la même énergie. Ok? Cette énergie, c'est l'énergie 61, la vérité intérieure, l'authenticité. Il y a un mot français qui résume ce phénomène de la vie intérieure, c'est l'authenticité. Okay. Il y a bien une identification et une projection dans le judaïsme. C'est pas par hasard qu'à la fin de sa vie, il rend visite à Moïse à sa manière. C'est-à-dire que voilà. Idem, Marguerite Yourcenar, ma Marguerite. À la fin de sa vie, c'est la même démarche. Elle est malade, elle sent qu'elle va bientôt partir, et elle demande à un de ses amis qui a des entrées pour s'approcher du 14e Dalai Lama, qui est encore parmi nous aujourd'hui, si elle peut le rencontrer. Or, le Dalai Lama, le 14e, on reviendra tout à l'heure sur le bouddhisme tibétain, le 14e Dalai Lama et Marguerite Yourcenar vivent et ont vécu dans l'énergie 44 rencontrée, aller à la rencontre. C'est encore plus précis et c'est mieux que rencontrer. Voilà. Alors, une autre anecdote. Quand j'étais jeune, oui, j'ai été jeune, pour grandir en littérature, j'ai beaucoup lu Solers. J'ai appris grâce à lui à mieux lire, mieux écrire et à développer une culture générale aussi. Je dois reconnaître ce qui s'est passé. Je vivais alors dans les 2 mêmes trigrammes et éléments que lui, mais inversés. Solers a vécu dans l'énergie 17 suivre, composée du tonnerre en bas et de la brume en haut. Moi j'étais l'inverse et c'était l'hexagramme 54, mariage de la cadette des amoureux. Ok. Solers connaissait tout Baudelaire par cœur depuis son adolescence. Car Baudelaire aussi a vécu dans cette énergie 17 suivre. Si vous ouvrez le Contre Sainte-Beuve de Proust, vous allez voir que Proust lui-même adorait lire Baudelaire, c'est écrit dedans, car Proust a vécu aussi dans l'énergie 17 suivre. Dans toute l'œuvre de Solers, vous avez des citations très claires sur Proust qui reviennent comme des leitmotivs personnels. Okay, il se cache derrière ces citations. Solers maîtrisait l'art des citations. Si vous lisez le prix Goncourt de Solers de 1958, qui s'appelle « Une curieuse solitude », vous constaterez que c'est absolument proustien. Il est encore jeune, donc 58, 36, il a 22 ans. Il est tout jeune, et déjà plus que doué. Et par la suite, dans toute son œuvre, il a continué à écrire sur Proust et sur Baudelaire. Solers a aussi écrit une biographie de Casanova, puisque le Vénitien a lui aussi vécu dans l'énergie 17 suivre. Vous pouvez lire Ma vie, c'est 2 tomes, j'ai lu ça.
Je pourrais développer, faire une vidéo rien que là-dessus. D'ailleurs, il me semble, alors ça je reviendrai, c'est encore une autre thématique, mais ça m'intéresse, que Venise elle-même, le lieu, la ville magique, vit dans cette énergie 17 suivre. Ok? Comme Hugo Pratt, c'est un Vénitien. Il vit aussi dans cette énergie 17 suivre. Donc, comme Casanova est devenu le mythe du séducteur libertin, Philippe Solers l'était aussi et a surfé dessus. Donc, avec Solers, Baudelaire, Proust et Casanova, Hugo Pratt, il y a bien identification et projection jusque dans la création, littéraire ou autre. Ok? Alors là, j'ai une autre anecdote complètement différente. Je loue une petite maisonnette dans une grande maison, en annexe, et puis la propriétaire est pas là. Arrive une sorte de camping-car, un trafic, mais rafistolé, sur le parking grand parking de la maison. Descend, je suis tout seul donc, dans ces lieux, descend une jeune femme, 20 quelque chose, 25 ans, et un énorme chien, jeune chien, complètement fou, un gros chien. Je sais pas ce que c'était, une race. On aurait dit un Saint-Bernard, mais en tout noir, encore plus poil long, etc. Complètement foufou. Or, les lieux sont habités on est en pleine campagne de la campagne, il y a des chats partout, mais qui vivent là, c'est chez eux. Et le gros chien, tout fou, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à courir à tous les chats. Donc je suis obligé d'interpeller, il manque de bouffer la chatte qui dormait, qui avait trouvé refuge, que je faisais bouffer chez moi. Donc j'interpelle la jeune fille, la jeune femme, et je lui dis, bah, calme ton chien, il est en train de bouffer tous les chats. Et là, surprise, elle fait, Gandhi, viens ici. Alors là, ça fait tilt dans ma tête, comme par hasard, j'en sais rien. Je venais à peine de finir une biographie de Gandhi, donc j'avais chopé son hexagramme. L'énergie de Gandhi s'appelle 31 incité. Donc dans la seconde, ça me fait tilt, je me dis c'est pas possible. Elle n'a pas fait une projection, c'est pas son énergie qu'elle projette sur son chien. Eh ben si. J'ai mis quelques heures à faire sa connaissance, etc. Je vais pas donner les prénoms, on s'en fout, vous comprenez l'anecdote. La propriétaire du chien avait nommé son chien de l'énergie de Gandhi. Donc elle connaissait pas son énergie à elle, mais elle projetait bien. C'est ça, notre relation aux animaux, c'est souvent des projections. Et là, il y avait bien projection, identification à sa manière. Un miroir magique aussi. Voilà. Alors, dans ce genre de projection, il y a la rencontre entre Jérémy Ferrari et Laura Lone. Ce sont deux comiques qui ont la même énergie, qui s'appelle 62 petits excès, et ils se sont appréciés, et maintenant Jérémy est devenu le producteur de Laura. Donc il y a une très belle rencontre, mais ils sont sur la même longueur d'onde, sur le plan de l'humour et sur le plan personnel. Après, il y a les caractères, les personnalités, il y a plein de choses, mais il y a une trame en commun. Ok ? Autre exemple. Étant donné que je suis un petit peu un cas particulier où j'ai vécu plusieurs énergies dans cette vie-là. Je vous raconte une anecdote quand je vivais, on va dire une dizaine d'années, dans l'énergie 30, filet d'Oisler. C'est feu plus feu. À ce moment-là, dans cette période-là, je suis tombé fan à genoux d'une chanteuse américaine qui s'appelle Alicia Keys, très connue. Je vais pas vous chanter, je suis pas bon, mais une chanteuse au piano, musicienne, très connue, métisse, très belle aussi. Et pendant toute cette période où je vivais dans cette énergie, donc dans la même énergie qu'elle, Alicia vit dans cette énergie 30 du filet d'Oisler, je rentrais dans une communion empathique et je la comprenais comme si c'était ma frangine. Ok ? C'est passé avec l'énergie, j'apprécie toujours la femme, mais je ne suis plus dans cette communion empathique avec laquelle j'étais. Donc voilà ce qui se passe quand je parle de identification et projection. Voire plus, on verra après. Il se passe le même clin d'œil. En 1903, à Tahiti, Gauguin vient de mourir sur les îles, à Ivaoa. Or, il avait eu un procès, il devait de l'argent, donc les enfoirés de l'État s'emparent de ses biens, de sa peinture, etc. et font
mettent en vente ces toiles, etc. à Papeete, la capitale de la Polynésie. Comme par hasard, qui n'est pas un hasard, qui c'est qui passe par là? Un bateau français avec un jeune médecin de 25 ans qui s'appelle Victor Ségalen, qui vit aussi dans la même énergie que Gauguin, c'est-à-dire l'hexagramme 22, la grâce ou embellir. Il savait pas qu'il fallait dépenser des sous, mais les toiles sont vraiment bradées, et Victor Ségalen paye quelques toiles pour quelques sous, plus la palette du peintre, quand même. Et après, il fera son chemin à lui, là il a que 25 ans, il fera sa route à lui, que je raconterai un autre jour. Et que François Tcheng a déjà raconté à sa manière. Je continue. Donc comparaison et raison, si vous comparez les biographies de Saint François d'Assise et de l'abbé Pierre. Je crois que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais c'est d'une telle évidence qu'il faut que je le répète, ça prend 20 secondes. Ok ? En 10 secondes, dans l'énergie 63 déjà traversée, il y a la reconnaissance du talent de Dostoïevski dans le mot de Nietzsche. Ok ? Ça, c'est pour les spécialistes. Quand on a lu tout Nietzsche, on sait que Nietzsche n'a pas accordé ses faveurs à tout le monde, qu'il n'a pas reconnu du talent chez tout le monde, mais qu'il a reconnu celui de Dostoïevski. Or, ils ont tous les deux vécu dans l'énergie 63 déjà traversée. Parenthèse. Voilà. Alors, on pourrait... Ah si, je fais juste la citation, puisqu'on parle de projection et puis d'identification. Au tennis féminin, il y a, pour l'énergie 4 jeunes folles, la folie juvénile, Serena Williams, Coco Gauff, Naomi Osaka et Cecilia Bartoli, qui est copine avec Serena Williams. Ok. Les autres, je ne sais pas comment elles sont copines. Je sais qu'il y a de l'admiration forcément pour Serena Williams, qui est la plus titrée avec Steffi Graf, mais bon, quand même, immense athlète. Un autre exemple, dans l'énergie, avec l'énergie 55, abondance, on peut comparer le grand footballeur brésilien Pelé et notre Mbappé national. Ils sont dans la même énergie de 55 abondance. Ils se sont rencontrés, il y a eu un grand respect, il y a eu une entrevue privée dont on ne sait rien parce qu'il ne veut pas raconter, il a bien raison, mais ils sont dans la même énergie et on peut s'attendre à de multiples ressemblances. J'ajouterais que sur le plan footballistique, Georges Weah, l'ancien parisien, est aussi dans cette énergie 55 abondance, qui est devenu le président du Libéria, il me semble, ou de la démocratie, quelque chose comme ça. Et il y a une ressemblance physique avec Henri Salvador qui est indéniable, qui a aussi vécu dans cette énergie 55 abondance. Donc là, si je termine là-dessus, c'est que la prochaine fois, je pourrais faire toute une vidéo sur le thème des ressemblances, qui me passionne absolument et où je prétends pousser un peu plus loin le chimiliblique. On va dire ça comme ça. Je terminerai par un peu d'improvisation. Pour l'énergie 44 rencontrée, aller à la rencontre, je pense que c'est l'énergie du Bouddha. Je ne peux pas le prouver parce que j'ai pas les documents qu'il faut. Par contre, ce que j'ai prouvé, j'ai lu la biographie du 14e Dalai Lama et je peux affirmer, parce que, alors j'expliquerai dans une autre vidéo comment fonctionnent mes intuitions, il y a le côté divinatoire qui apparaît et comment je les valide avec la rationalité. C'est la rationalité divinatoire. J'expliquerai ça dans une autre vidéo. Pour l'instant, je vous donne les résultats. Ok, donc j'affirme que mon intuition m'a montré que le 14e Dalai Lama vivait dans l'énergie 44, aller à la rencontre. Mon intuition m'a montré aussi, mais j'ai pas pris le temps parce que c'était trop compliqué d'aller trouver les documents, que le 13e Dalai Lama, celui qui a précédé le 14, vivait aussi dans cette énergie du 44, aller à la rencontre.
Et c'est ce jour-là, alors ça a au moins une dizaine d'années, que j'ai compris que en fait, la forme, le dessin de leur hexagramme, il y a le ciel au-dessus et il y a le vent en dessous. Et que donc le premier trait d'en bas est un yin. Et que c'est dans ce yin-là qu'a lieu la vacuité où, c'est pas des prêtres, je sais pas, ce sont des moines. Les moines partent à la recherche du nouveau Dalai Lama quand celui d'avant est décédé. Ils vont chercher un nouvel petit enfant pour trouver dans l'âme dans quel corps elle s'est réincarnée. Ok, ça c'est dans Kundun. Ouais, c'est dans Kundun. Je sais plus, non c'est pas Bertolucci, c'est Scorsese, Kundun. Peut-être sur Scorsese. Peu importe. Donc moi, ce qui m'intéresse de souligner là, c'est que depuis le Bouddha et le bouddhisme tibétain, alors à quelle date est apparu pour la première fois le premier des 14 Dalai Lama? Je ne sais pas, je n'ai pas la date. Mais mon hypothèse sérieuse, que vous pourrez peut-être entreprendre de vérifier par vous-même, j'en sais rien, si ça vous intéresse, pourquoi pas, c'est que les 14 Dalai Lama ont vécu dans cette énergie 44 rencontrée. Voilà. Alors, dans une autre envergure, je ne peux pas prouver que Moïse a vécu dans l'hexagramme 61, authenticité, vérité intérieure. Par contre, je sais que tout le judaïsme provient de cette énergie-là, et que c'est cette énergie-là qui a porté tout le judaïsme. Pareil pour le Christ. Jésus de Nazareth a vécu dans l'énergie, selon moi, c'est mon hypothèse, que je ne peux pas prouver, et que je n'ai pas fait la démarche de prouver, de démontrer, de montrer et de démontrer, parce que je voulais pas m'encombrer avec ça. Il faut absolument aujourd'hui, 2024, distinguer la vie du Christ de celle de l'Église. Moi, j'ai été croyant et il a fallu que j'apprenne à dissocier. Voilà. Donc, je suis convaincu que lorsque le Christ s'est incarné en Jésus de Nazareth, le maître ascensionné Yeshua, Sananda, comme vous voulez, je m'en fous, a vécu dans l'énergie d'incarnation 25 innocences, que Javary et Fort traduisent aussi par spontanément et que Willem traduit par l'inattendu. Ça, pour moi, c'est l'innocence, mais bon. Voilà. Et donc là, on est dans l'énergie de tout le christianisme. Je voulais finir là-dessus, et la suite logique de cette vidéo est de faire la vidéo sur les ressemblances qui me tiennent très à cœur. Les incarnés, je vous remercie, à bientôt.